et joyeuse Pâques! Oui, du coup, je vous dis joyeuse Pâques parce que là, maintenant, je suis en train de filmer, on est le lundi de Pâques, et du coup, je sais pas trop quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais si jamais je la poste le jour même, et bah, joyeuse Pâques. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. En même temps, j'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo YouTube que je poste. Aujourd'hui, je vais vous filmer mon bilan lecture du mois de mars parce que avant ce mois de mars, j'ai quand même pas mal lu, surtout de la romance en ce moment. Franchement, je suis obsédée par la romance, je ne lis que ça et il y a pas mal de titres que j'aimerais vous présenter. Du coup, on va commencer tout de suite parce que je pense que cette vidéo va durer quand même quelques minutes. On prend son temps ici, on boit son petit café avant de présenter les livres ou aussi buvez un petit truc, posez-vous, ça va durer un moment. Surtout que je sens venir l'arnaque. Personnellement, il y a 2 livres ce mois-ci que j'ai lus, enfin le mois dernier ou le mois de mars que j'ai lu, où c'est des livres de mon auteur préféré qui est Georgia Caldera. Du coup, je pense que je vais parler beaucoup trop longtemps de ces livres, du coup je vais essayer d'enchaîner assez rapidement. Alors, le premier livre que j'ai lu au mois de mars, ça va être Campus Driver. Ici, c'est le tome 2 qui est Book Boyfriends, donc de C.S. Quill. Et c'est une lecture que j'ai directement enchaînée après le tome 1, c'est-à-dire que j'ai acheté le tome 1 de Campus Driver et quelques jours après, on est retourné à la Fnac avec mon chéri et je me suis pris le tome 2 et le tome 3. Alors je vais déjà vous parler un petit peu de ce qu'est Campus Driver. Donc c'est une trilogie de new romance adulte qui est sortie déjà il y a quelques années, c'est pas un roman nouveau du tout. Et en fait, les Campus Driver, ça va tout simplement être un groupe de jeunes hommes, voilà, qui sont à l'université et en fait, ils ont tous, ce qu'ils ont en commun, c'est leur amour en fait des belles voitures de collection. Et du coup, un jour, ils vont décider de fonder un club qui s'appelle Campus Driver. Et le but de ce club, ça va tout simplement être de faire un peu les taxis du campus. Ils ont même créé une application où en fait tous les étudiants du campus peuvent joindre l'application et s'inscrire et pouvoir commander des campus drivers. Alors forcément beaucoup de ces messieurs se sont lancés là-dedans pour les filles forcément parce que sur le campus il y a énormément de soirées etc. Alors les 3 tomes étaient assez similaires dans le sens où on va voir un campus driver qui a des soucis personnel, voilà, et une femme va arriver dans sa vie comme ça d'un coup et va un petit peu chambouler tout son monde et en fait ensemble ils vont réussir, table rase du passé, à avancer, à se compléter, ils vont tout simplement mûrir ensemble. Ce tome 2 c'est celui que j'ai le moins apprécié tout simplement parce que Donovan va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Carrie. Et la particularité du personnage de Carrie, c'est que c'est une fan absolue de romance, voilà, new adulte, comme moi, exactement. Et en fait, elle a un passé avec les hommes qui est assez houleux, assez compliqué, c'est-à-dire que elle a jamais vraiment eu de relation sérieuse avec un homme, et même dans son intimité, même si elle a différents partenaires sexuels, elle est jamais trop à l'aise et elle a jamais vraiment découvert ce qu'était la passion vraiment. Sauf qu'en fait, moi ce qui m'a dérangé avec le personnage de Carrie, c'est que je trouve qu'il est beaucoup trop caricatural envers les lectrices de new romance adulte. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que dans la société, on caricature les personnes qui lisent de la new adulte comme des jeunes ados ou jeunes femmes qui connaissent rien à la vie sexuelle, qui idéalisent beaucoup trop les histoires d'amour qui sont beaucoup trop fleurs bleues. Et en fait, dans beaucoup d'aspects, et surtout dans le tome 3, parce qu'on va revoir Carrie dans le tome 3, ce personnage était vraiment dépeint comme une personne qui idéalisait absolument tout, ou au contraire, sur certains autres sujets, était complètement défaitiste. Personnellement, j'ai adoré quand même le fait que Carrie ait autant de punchline à envoyer, surtout par rapport à la new adult romance. On a cité par exemple des grands noms de la new romance là-dedans comme Anna Todd ou E.L. James, et du coup forcément vu que j'ai lu ces livres là aussi, ça m'a un peu fait sourire parce que je comprenais exactement ce qu'elle voulait dire, mais quand même je trouvais que leur relation elle était pas si ouf que ça. C'est vrai que ça faisait pas mal écho au premier tome. Le tome 1 et le tome 2 sont assez similaires je trouve sur pas mal de plans, que ce soit au niveau de l'avancée de leur relation, que ce soit au niveau du dévouement, ce qui fait que j'ai apprécié ce tome, mais ça a pas non plus été un énorme coup de cœur comme je m'attendais à l'avoir pour le tome 1, parce que le tome 1 ça a été vraiment je l'ai lu je crois en 2 jours grand max et il a été vraiment explosif. Celui-là il était un petit peu plus lent à démarrer et même les enjeux qui étaient dedans étaient pas forcément super. Donc je l'ai apprécié, mais je suis un petit peu restée sur ma fin. Ce qui n'a pas du tout été le cas pour le tome 3 du coup de pareil Campus Driver, toujours écrit par C.S. Quill, et ici c'est le tome 3 qui s'appelle Crash Test. Alors ce tome 3 c'est celui que j'ai préféré.
tout simplement parce que on est un petit peu sorti des deux sentiers battus qu'on avait eu. Comme je vous l'ai dit, le tome 1 et le tome 2 se ressemblent énormément. Le tome 3 est complètement à part, c'est-à-dire que on va suivre Lewis, donc qui est un petit peu le don Juan du groupe, qui enchaîne les conquêtes, voilà, qui aime s'amuser. Lui, son mot d'ordre, c'est de ne pas se prendre la tête, il veut pas se poser en couple. D'ailleurs, il comprend pas pourquoi tous ses amis du campus driver se mettent en couple, il ne comprend absolument pas. Sauf qu'un jour, voilà, il va rencontrer Amy, qui est une jeune fille badass au possible, qui vient de New York. Elle est décrite un peu comme une femme hyper indépendante qui sait se battre. Elle a un répondant de malade. Elle cherche pas forcément l'attention, ou elle a pas vraiment de... Elle a pas la caricature type de la jeune fille des New Adult Romance. D'habitude dans les New Adult Romance, vraiment les jeunes filles, ou les femmes d'ailleurs plutôt, qui sont dépeintes, c'est un peu des femmes qui ont encore tout à apprendre sur les relations, qui pensent sans cesse aux garçons, etc., etc. Là en fait Amy, c'est vraiment le danger. Elle vient de Brooklyn et en fait on apprend au fur et à mesure qu'elle a fait partie en fait d'une sorte d'énorme gang, etc., etc. Et pour les fans de courses de voitures ou ce genre de choses, en fait, ça va être de ce sujet-là dont on va parler le tome. En vrai, je vous conseille vraiment de lire la trilogie des Campus Driver, tout simplement parce que ça se lit hyper facilement. L'une des meilleures new adultes universitaires que j'ai pu lire. Ensuite, là, on va passer à une pépite, tout simplement parce que je ne le redirai jamais assez, mais Georgia Caldera est un écrivain que j'admire énormément. Et là, pour le mois de mars, j'avais vraiment envie de me faire plaisir, de me lâcher, et du coup j'ai relu Hors de portée de Georgia du coup Caldera, publié aux éditions J'ai lu. Alors ici on va suivre l'histoire de Scarlett. Scarlett qui est une jeune fille assez compliquée, une jeune femme pardon, assez compliquée, car elle n'arrive pas à s'attacher émotionnellement aux hommes. Voilà, elle a déjà été trahie plusieurs fois, et quand on la rencontre dans ce tome-ci, elle est déjà dans le lit d'un homme, sauf qu'en fait elle s'est réveillée un petit peu avant l'aube, et le but c'est tout simplement de sortir le plus vite possible de la chambre. Ce qu'elle veut, c'est voilà, faire des rencontres, profiter, se faire du bien, mais elle ne va s'engager sous aucun prétexte avec un homme. De l'autre côté, on a Aiden Stern, qui est lui un jeune entrepreneur ambitieux, qui a créé vraiment son entreprise tout seul, qui est parti de rien, qui a vraiment tout fait pour s'en sortir dans la vie. Et un jour, il va recevoir Scarlett dans son bureau, tout simplement parce qu'elle est décoratrice d'intérieur et qu'il veut redécorer son bureau. Sauf que voilà, il voit Scarlett, Aidan est bouche bée, il n'en revient pas. Donc là on se dit ok, ils se connaissent déjà, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un énorme secret derrière que je ne vais pas vous dévoiler ici. Georgia Caldera a vraiment la force dans son écriture, déjà que ce soit fluide, que ce soit addictif, que ce soit prenant et captivant pour les lecteurs, mais en plus d'avoir une trame extrêmement compliquée. C'est-à-dire que là où certaines romances new adultes vont nous annoncer la couleur dès le début, c'est-à-dire qu'on a déjà les enjeux et les aboutissants dès le début, et limite on pourrait un petit peu prédire la suite des événements. Georgia Caldera, j'ai remarqué dans tous ses récits, elle met en place une dynamique, elle met en place des personnages, les relations sont établies dès le début, et en fait elle va s'amuser au fur et à mesure du récit à casser toutes nos certitudes pour qu'au final les révélations nous bouleversent au fur et à mesure, encore et encore. Et c'est pour ça que Georgia Caldera, je pense que c'est l'autrice que je relis le plus souvent, c'est-à-dire que je relis au moins 4 à 5 de ses livres par an. Donc si vous voulez de la new adult romance qui tient la route, on ne peut être que addict au style de Georgia Caldera, et je pense que c'est l'auteur dans toute ma chaîne YouTube et même dans toute ma bibliothèque que je recommande le plus chaudement. Ensuite, pour le prochain livre, là c'est un cadeau de mon chéri et je suis très contente de l'avoir aimé, parce que du coup je m'en veux toujours quand il m'offre des cadeaux, des livres, et que j'aime pas trop parce que du coup je m'en veux, mais je préfère lui dire la vérité. Et là ce livre là je l'ai adoré, et du coup c'est From Hell to Love de Anna Wendell, et c'est publié aux éditions HarperCollins Poche. Alors pour ce livre-ci, je préfère mettre un petit peu des disclaimers, hein, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de triggers, je pense, à l'intérieur, donc si la mutilation, si les traumatismes d'enfance peuvent vous faire du mal, si tout ce qui est lié au feu, c'est quelque chose qui vous impressionne, la drogue, l'autodestruction, enfin il faut vraiment
essayer de se renseigner le plus possible sur ce bouquin parce que même moi il y avait des moments où je reposais le livre et où j'étais pas très bien et où je me distrayais avec autre chose parce que c'est vrai que c'est un livre qui fait réfléchir mais qui en même temps je trouve fait un petit peu de mal à la tête. Alors dans ce roman on va suivre deux personnages très différents. Donc le premier s'appelle Ethan qui est un jeune homme donc qui va rentrer à l'université. Il a des rapports très conflictuel avec son frère et sa belle-sœur, tout simplement parce qu'ils ont vécu tous les deux, lui et son frère, des choses très compliquées quand ils étaient enfants. Ils ont vécu des pertes mais aussi un type de violence, voilà, je vous en dis pas plus. Quand d'un côté son grand frère va avoir épousé direct une fille dont il est tombé amoureux, acheter une maison, fonder une famille, et bah Ethan de son côté il a un petit peu plus de mal à faire table rase du passé et à avancer. Et pareil de l'autre côté on a Léa. Léa qui est une jeune femme très renfermée, qui se met à l'écart de tout le monde, qui n'est pas à l'aise en société. Et le problème avec Léa, c'est tout simplement qu'elle a elle aussi vécu des choses très compliquées. Ça a beaucoup plus attrait à des violences physiques qu'Ethan et aussi à une certaine forme de discrimination face à ce qu'elle est. Voilà, encore une fois, je vous laisserai découvrir ce que c'est. Ethan va vite comprendre que Léa a d'énormes soucis et d'énormes problèmes et il va essayer de l'aider. Là où ce livre a été intéressant, je trouve, c'est que d'habitude, dans les romans new adult où on nous présente des personnages qui ont de forts traumatismes et de forts problèmes psychologiques à surmonter, là, c'est les deux personnages qui les ont. C'est-à-dire que là, on a deux personnages qui sont complètement démolis dans leur tête, ou qui en tout cas ont d'énormes séquelles qui font qu'ils n'arrivent pas à être pleinement heureux ou au moins satisfaits de leur vie. Ce qui fait qu'en fait, là, on n'est pas juste sur une personne, entre gros guillemets, saine, et qui va aider la personne qui souffre. Là, on est vraiment sur deux personnages qui vont se tirer vers le bas. Voilà, au tout début, c'est vraiment ça. Ils sont tous les deux pas bien, du coup, ils vont mutuellement se tirer vers le bas. Et en fait, on va se rendre compte petit à petit que, au contraire, ça peut être une force que deux personnes qui ont subi des traumatismes peuvent s'aider. En vrai, il y a vraiment un respect mutuel envers les deux vu qu'ils peuvent comprendre ce que l'un a vécu. Donc c'est un livre qui a été très dur à lire, mais en même temps, j'ai envie de dire c'est la vie, voilà, faut en prendre conscience qu'il y a vraiment des personnes au quotidien qui souffrent de par certains traumatismes et angoisses liées à l'enfance ou à l'adolescence. Et je trouve que l'auteur a très bien traité ce sujet. Pas un personnage qui va sauver l'autre, c'est les deux qui vont petit à petit essayer de se reconstruire ensemble. Après, c'est une lecture du coup un petit peu compliquée, un petit peu sombre et qui m'a pas forcément mis en joie. J'ai voulu lire quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus tranquille. Et vu qu'il y a eu récemment sur Netflix la saison 2 de la chronique des Bridgerton avec Kate Sharma, voilà. Je suis amoureuse de Kate Sharma, voilà, personnellement, je crois que c'est l'un de mes personnages préférés de la chronique des Bridgerton. Je me suis dit que j'allais m'attaquer du coup au tome 3 et au tome 4, donc écrit par Julia Quinn, et ici c'est publié aux éditions J'ai lu. Dans ce livre-ci, il y a le tome 3 et le tome 4, et j'ai enchaîné les deux. Alors, le tome 3 était sur Benedict, voilà, le deuxième frère de la chronique des Bridgerton, vu que je sais pas si vous êtes au courant, ni même si vous connaissez un petit peu la chronique des Bridgerton, mais je pense. Violette, leur maman, quand elle a mis au monde leur enfant un par un, elle leur a donné des noms, mais du coup, chacun dans l'ordre. C'est-à-dire que le premier de la fratrie, son nom commence par un A, Anthony, le deuxième un B, Bénédicte, l'autre un C, Colline, etc., etc. Et là, donc, c'est le deuxième frère, Bénédicte. Et je pense, pour l'instant, j'ai lu que 4 tomes de la chronique des Bridgerton, mais je crois que le tome 3 est définitivement mon préféré. La raison est très simple. Déjà, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'au début, ce soit une sorte de réécriture de Cendrillon. Là, au tout début, on voit Sophie, donc qui est une jeune fille qui vit avec son papa. Sa mère est décédée et très rapidement, il va lui faire comprendre que il va épouser une autre femme qui va être sa belle-mère et cette fameuse femme va venir habiter chez eux avec 2 sœurs. C'est exactement comme Cendrillon. Comme vous vous en doutez, du coup par la suite le papa va décéder et Sophie va vraiment être traitée comme une servante, voilà, par sa belle-mère. Tout simplement parce que c'est une enfant bâtarde, dite bâtarde. Ce n'est pas vraiment la fille de la propriétaire de la maison en fait. Sa maman, elle n'était qu'une servante. Vu que Bénédicte fait partie de la famille des Bridgerton, qui est une famille illustre à Londres dans le roman, là on avait vraiment le point de vue de Sophie,
qui était vraiment une servante. Et du coup c'était absolument magnifique parce que comme dans le conte de Cendrillon, il y a eu un bal où ils étaient masqués forcément pour pas se reconnaître, et on a eu un échange absolument génial entre Bénédicte et Sophie. Comme dans Cendrillon, il y avait le fameux truc de à minuit il faut qu'elle puisse rentrer rapidement chez elle parce que c'est l'heure à laquelle sa mère et ses deux belles-sœurs, enfin sa belle-mère et ses deux belles-sœurs rentraient, et ensuite petit à petit le tome va se détacher du conte de Cendrillon, c'est juste le préambule qui est comme ça. En tout cas c'était juste une super romance. Ce que je suis super contente, c'est que là avec la chronique des Bridgerton, ça va être la prochaine saison, la saison 3, ça va être sur Bénédicte. Perso j'ai kiffé cette lecture, et c'est pour ça, je pense, c'est vraiment pour ça que le tome 4 m'a déçu. Le tome 4, pourtant, je pensais vraiment que ça allait être mon tome préféré, tout simplement parce que là, on va avoir un tome consacré à Colline et Pénélope, qui sont des personnages géniaux. Mais alors, la romance entre Colline et Pénélope, déception au possible. Colline va réaliser et veut réaliser des choses de son côté, ce qu'on lui souhaite, en fait, pendant tout le tome. Pénélope est en crise un petit peu avec son secret, avec tout ce que ça implique en fait pour elle, sa famille, etc., etc. Donc ça, on adore, mais par contre, ensemble, et bah c'était pas si passionnant que ça. Au final, tout est arrivé assez vite. Je trouvais ça assez illogique parce que pendant des années, en fait, Colline considérait Pénélope comme une petite sœur, en fait, vu qu'elle traînait toujours avec Héloïse, la sœur de Colline. Et en fait, la romance s'est vraiment déclenchée quand Colline a juste regardé Pénélope dans les yeux et il s'est dit « Ah bah tiens, je l'ai jamais vue sous cet angle ». En fait, on est passé de le matin pour moi, Pénélope est ma petite sœur comme Héloïse, vu qu'elles sont meilleures amies, et au soir, mon Dieu, je désire cette femme. Donc c'est vrai que ça arrivait très vite, du coup tout était un peu posé là, et je me demandais pourquoi j'accrochais pas, mais en même temps ça paraît logique quand je le dis comme ça. Voilà, donc le tome 3, une pépite, le tome 4... ma plus grosse déception avec les Bridgerton. Je vais maintenant vous présenter le dernier livre de mon point lecture, enfin mon bilan lecture du mois de mars, et pas des moindres vu que c'est l'un de mes livres préférés que j'ai encore relu pour peut-être la 15e fois de ma vie, et je continuerai à le relire. Il s'agit de Victorian Fantasy, donc de encore Georgia Caldera la Sublime, publié aux éditions J'ai lu. Alors, dans ce livre, on va suivre Andraste, qui est une jeune femme qu'on apprend dès le premier chapitre, et entre guillemets séquestrée par sa famille. La raison qui lui est donnée, c'est qu'en fait, elle est allergique au soleil. Dès qu'elle sort dehors, elle est brûlée. Après, ne vous en faites pas, Andraste n'est pas forcément non plus malheureuse ni séquestrée, tout simplement parce qu'elle vit dans un immense manoir, vu que sa famille, les Goldfield, sont extrêmement fortunés, ce qui fait qu'elle a toutes les robes qu'elle veut, elle a des domestiques, elle mange tout ce qu'elle veut quand elle veut, elle fait ce qu'elle veut, et la seule chose, c'est qu'en fait, elle ne peut pas sortir du manoir. Sauf que voilà, un jour elle reçoit une lettre de la reine Victoria qui lui dit expressément qu'elle est attendue au château de la reine pour y suivre des cours. Car oui, Andraste est une puissante sorcière. Alors elle ne le sait pas encore à ce moment-là, mais en fait la reine Victoria l'a inscrite au cours de nécromancie, qui est complètement fou parce que les sorcières et les nécromanciens n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Et forcément Andraste pense qu'il y a erreur, vu qu'elle est une sorcière, elle ne peut pas suivre des cours de nécromancie. La nécromancie, au cas où vous ne savez pas ce que c'est la capacité de pouvoir relever et contrôler les morts. Elle est à la cour de Victoria et elle va tomber sur son professeur, le magnifique, le grandiose, l'amour de mon adolescence, Thaddeus Blackmorgan. Suis-je en fangirling total? Oui, complètement. Cet homme va complètement la chambouler, tout simplement parce que il est extrêmement froid, dur, odieux avec elle dès le début. En fait, c'est encore une fois le pouvoir de Georgia Caldera, c'est-à-dire que on arrive et il y a un mec qui est complètement froid et horrible avec notre personnage principal. On sait pas pourquoi, on sait pas c'est qui ce personnage, on sait pas quels enjeux sont placés. Georgia Caldera a cette capacité de nous donner plein de choses, des informations captivantes, mais au fur et à mesure. Voilà. Donc je vais pas vous en dire plus parce que là je vous ai raconté peut-être les 2 premiers chapitres. Je ne peux que vous le conseiller. Victorian Fantasy est pour moi un pilier de la romance dite un peu paranormale. C'est vraiment un univers unique. Georgia Caldera arrive à construire dans ses livres de fantasy et même de dystopie complètement unique en fait. Elle fait travailler notre imagination, elle donne beaucoup de détails aux lieux et aux récits, ce qui fait qu'en fait on a vraiment un monde unique, mais qu'on peut retrouver un petit peu certains éléments dans d'autres de ses livres. Elle a vraiment une patte unique qui fait que
on arrive à suivre au fur et à mesure où elle veut nous emmener. On rentre complètement dans l'univers de Georgia et elle nous pousse à développer notre imagination et je trouve ça absolument fou. Tous les personnages sont intéressants, c'est-à-dire qu'ils ont tous une importance. Georgia Caldera, c'est ça que j'aime aussi dans ses romans, elle ne place pas un personnage pour faire joli ou pour décorer. On a vraiment ce sentiment d'un univers travaillé, d'un univers poussé et rien n'est laissé au hasard en fait. Georgia Caldera a ce don aussi de placer des éléments, des détails, et parfois il faut pouvoir relire le livre plusieurs fois pour comprendre et que ça fasse sens et qu'en fait qu'on se rend compte que tout est lié. Donc Georgia Caldera, un 20 sur 20, à 1000 sur 1000, je ne peux que vous le conseiller. Surtout que Georgia Caldera a écrit énormément de livres. Elle a écrit des nouvelles de Noël, elle a écrit des romances new adultes jeunesse, des romances new adultes adultes, elle a écrit de la fantasy, de la dystopie, il y a de quoi faire. Bon bah voilà, c'est déjà tout pour moi, mais je pense que j'ai déjà pas mal parlé, enfin surtout avec Georgia Caldera je pense. Mais voilà, j'espère vraiment que mon bilan de mars vous aura plu. Moi en tout cas j'ai été très contente, j'ai quand même lu pas mal, donc je suis assez ravie. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi en tout cas bah, je vous dis à la prochaine. Bye bye.